Le 29 mars dernier, les marins-pêcheurs ont décidé de bloquer le port de Bayonne pour alerter sur leur situation et leurs inquiétudes quant à leur avenir. Venant d'Arcachon ou de Cabreton, ils contestaient à raison la décision du Conseil d'État du 20 mars dernier qui ordonne au gouvernement de fermer des zones de pêche dans le golfe de Gascogne pour une durée totale qui pourrait être de 4 mois dans un délai de 6 mois. Si chacun ici, je le pense, partage l'objectif de défendre la biodiversité et tout particulièrement les dauphins, il ne doit pas se faire en aucun cas au détriment de nos pêcheurs. Cependant, après un plan de sortie de flotte dégradant les capacités de pêche, la décision ensuite de la Commission européenne d'interdire le chalutage dans les aires marines protégées d'ici 2030. Voici le Conseil d'État qui charge encore la barque. Nos marins-pêcheurs, qui étaient déjà dans une situation compliquée, risquent de voir leur chiffre d'affaires baisser jusqu'à 50% si durant un tiers de l'année, des zones de pêche leur sont supprimées. Ce sont près de 3000 marins et familles qui risquent d'être affectés par cette décision qui fait courir un risque majeur pour la filière de la pêche, secteur important de notre économie. Ces pêcheurs qui exercent leur métier avec passion, un métier aux conditions difficiles, ne peuvent entendre que l'État leur supprime une partie de leur travail. Il est urgent de trouver des solutions qui à la fois protégeront les dauphins et les pêcheurs et qui leur permettront à nouveau de retourner au large et de larguer les amarres plutôt que de jeter l'éponge. Ces derniers jours, les propos du secrétaire d'État Hervé Berville ont fait l'objet d'un dépôt de plainte de la part de l'association Bloom devant la Cour de justice de la République. Tout cela m'amène à 4 questions qui méritent des réponses claires pour lever les doutes qui demeurent sur nos pêcheurs. 1. Si le Conseil d'État pointe l'inefficacité des dispositifs, l'éloignement des dauphins sur les bateaux, comme la situation acoustique par exemple, le gouvernement envisage-t-il d'autres solutions? 2. Pouvez-vous nous dire précisément quelles sont les zones potentiellement concernées par l'interdiction de la pêche dans le golfe de Gascogne, détail important qui échappe au Conseil d'État? 3. Si la pêche était effectivement fermée pour une durée cumulée de 4 mois, quelles indemnités sont prévues pour les pêcheurs et quand interviendront-elles? Et enfin, pouvez-vous nous clarifier les propos et les intentions de Monsieur le ministre à propos du plan d'action européen? Dans mon département, la Haute-Vienne, il ne se passe pas une semaine sans que la presse locale se fasse l'écho de classes sans enseignants dans le premier degré. Lorsque j'ai interrogé le ministre de l'Éducation nationale sur la carte scolaire en janvier dernier, près d'une centaine de classes n'avaient pas d'enseignants. Ce nombre élevé était dû en grande partie à l'épidémie de grippe. Mais bien que celle-ci soit terminée, le nombre de classes sans enseignants reste encore particulièrement élevé, une quarantaine il y a 15 jours et plus d'une trentaine encore la semaine dernière. La situation est telle que dans certaines écoles, les classes n'ont pas cours en début ou en fin de semaine, d'autres n'ont pas d'enseignants depuis même plus d'une semaine. Quant aux enfants sans maître, ils sont au mieux répartis dans les autres classes qui comptent dès lors bien souvent 30 voire 35 élèves. Et lorsque ce n'est pas possible, une garderie est alors improvisée. Voilà le quotidien de nombreux enfants, enseignants, parents d'élèves et élus de la Haute-Vienne. Ceci s'explique par l'insuffisance du nombre de remplaçants disponibles. Les 138 enseignants de la brigade de remplacement sont en effet déjà tous en poste devant les élèves. Il n'est pas acceptable que la scolarité des enfants soit ainsi perturbée par la faiblesse des moyens humains et financiers accordés à l'éducation nationale. Ma question est donc simple. Quelles mesures entendez-vous prendre pour garantir la qualité et la continuité du service public de l'éducation nationale dans les écoles de la Haute-Vienne? Je vous remercie, Madame la Ministre, de prendre particulièrement à cœur cette préoccupation parce que on nous dit évidemment qu'il y a les moyens, mais le souci, c'est que sur le terrain, personne ne voit les choses de cette façon, puisque les absences d'exceptionnelles, elles deviennent la norme. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pas la carte scolaire qui est prévue pour la rentrée qui va arranger les choses. Se pose aussi la question, n'a pas été évoquée, mais de l'attractivité du métier, puisque selon l'inspection académique, il y aurait 12 recrutements possibles aujourd'hui et il n'y a pas de candidats. Donc nous avons là un vrai souci. Les missions locales présidées par les représentants des collectivités territoriales organisent le service public de l'accompagnement et de l'insertion des jeunes de 16 à 25 ans, sans distinction. Elle pilote l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet territorial et partenarial favorisant l'accès des jeunes à l'autonomie en partant de leurs ressources. C'est donc naturellement qu'elles se sont rendues aux concertations sur le plein emploi organisées par Emmanuel Macron alors candidat à son second mandat. Les missions locales sont depuis en attente d'un retour. Le rapport du haut commissaire pour l'emploi doit être rendu dans les prochaines semaines, mais les inquiétudes se font grandissantes. En effet, si elles partagent l'idée d'une coopération renouvelée entre les différents acteurs, elles craignent une mise en concurrence entre leurs entités et celle de France Travail, anciennement Pôle emploi. Il serait donc dommageable qu'elles changent d'appellation pour être ramenées à un Pôle emploi jeune avec une mise sous tutelle.
En effet, les missions locales ne sauraient être réduites à leur seule mission d'insertion professionnelle. Elles touchent également aux problématiques de logement, de l'accès aux soins, handicap, loisirs, mobilité, finalement tous les remparts à l'exclusion sociale. C'est ce qui fait leur originalité reconnue sur le plan européen. Ainsi, l'algorithme d'orientation comme point d'entrée obligé pour le premier contact dans l'accueil des jeunes pose un grand nombre de questions puisqu'il risque d'entraîner une stigmatisation supplémentaire. La mixité est un atout qui permet à toutes et à tous de vivre ensemble et d'avoir pour horizon politique l'égalité des chances. Seul l'entretien-conseil permet de discerner les profils et les problématiques. Madame la ministre, l'intégration des missions locales dans France Travail provoquera une perte d'identité et un affaiblissement de la singularité de ce réseau. Comment les rassurer? Quelles garanties pouvez-vous leur donner? Quand on change de nom, on perd souvent de culture et d'identité. Mais moi, je vous propose qu'il y ait un protocole qui soit mis en place de discussion et de négociation pour cette éventuelle intégration dans la dimension France Travail. Ça permettrait de rassurer l'ensemble des acteurs.